BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom. Au sommaire de cette émission, le journal L'Équipe sort un nouveau rendez-vous mensuel consacré au business du sport. Ça s'appelle le Cahier Éco et le directeur de la rédaction de L'Équipe est notre invité aujourd'hui. Le projet de Xavier Niel ne remplacera donc pas M6. Julien Casqui nous en parlera un peu plus dans son journal. Et puis pour terminer, comme d'habitude, la question Hebdocom de la semaine. Après Twitter, Meta lance à son tour la certification payante. Avez-vous confiance dans les informations qui proviennent de ces comptes certifiés par abonnement payant? Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme. Hebdocom, ça commence. BFM Business, Hebdocom, l'invité média. Comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, et de Julien Casqui, notre journaliste BFM Business, qu'on retrouvera juste après, à la fin de cette séquence, pour son questionnaire. Aujourd'hui, on accueille Jérôme Casadieu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de L'Équipe. L'Équipe qui a lancé au début du mois un nouveau rendez-vous mensuel consacré au business du sport. Ça s'appelle le Cahier Éco et il sort à la veille de plusieurs grands événements sportifs en France. Pourquoi l'avoir sorti? Parce qu'on a un calendrier exceptionnel qui va nous mener. Donc, on a eu récemment en France les championnats du monde de ski qui ont été organisés à Méribel et à Courchevel. Et on va aller jusqu'à la fin de l'année 2024 avec les Jeux paralympiques. On aura eu les Jeux olympiques, on aura eu évidemment la Coupe du monde de rugby. Mais on a aussi pas mal d'événements qui sont peut-être parfois moins connus, comme des événements d'e-sport qui sont assez importants. On aura également la répétition des Jeux paralympiques au mois de juillet prochain avec les championnats du monde de para-athlétisme. Donc, en fait, il se passe quelque chose en France autour du sport qui mérite en tout cas qu'on l'accompagne. Donc ce cahier éco, il est uniquement dédié à accompagner les événements sportifs qui arrivent? Alors, c'est pas à accompagner uniquement les événements sportifs. On sait que pour chaque événement sportif, il y a des entreprises qui sont engagées. La manière dont le sport aujourd'hui est financé, évidemment, il y a la puissance de l'État, puisque l'État aide, notamment sur la construction d'installations. Mais vous avez aussi tout un volet privé, voilà, de financement privé. Voilà, les collectivités aussi participent énormément. Donc, l'idée, c'est d'accompagner, je dirais, à la fois des grandes institutions, mais également des petites entreprises qui peuvent émerger et apporter, je dirais, des innovations au sein de l'écosystème sportif. Et est-ce que vous allez également traiter de l'actualité dans ce cahier économique? Oui, alors... Comme on est sur un mensuel, on ne va pas concurrencer les Échos ou BFM Business qui est sur l'actualité en permanence. Voilà, nous on essaie d'avoir des rendez-vous. Donc à chaque fois on mettra en avant un sujet qui fera la une. Donc là on était sur les mondiaux. Le prochain numéro on va être sur toutes les entreprises qui participent aujourd'hui françaises à faire briller la France au sein des grands constructeurs automobiles au travers de la Formule 1 en particulier, qui vous est cher. Mais on aura toujours un rendez-vous avec un grand patron. Voilà. On vise chaque mois une interview avec un grand patron. Là, on était avec le patron de la GMF. On aura le patron d'Adecco France la prochaine fois. Et puis, l'idée aussi, c'est qu'on a lancé un festival qui s'appelle Demain le sport, qui est chargé de penser le futur du sport, qui, dans la 2e édition, aura lieu en septembre prochain, qui permettra également de pousser un certain nombre d'initiatives autour de pas mal de thématiques qui vont évidemment de sujets économiques classiques, de l'innovation, de la technologie, mais également tout ce qui peut être de l'inclusion, la santé, voilà, pour élargir un petit peu le spectre. Il s'agira de 8 pages. Il s'agit de 8 pages sous forme de suppléments qui accompagnent le journal. Qui sont les journalistes qui travaillent dessus? Est-ce que vous avez collaboré avec des experts en économie pour avoir cette approche-là du business? Alors aujourd'hui, c'est la rédaction qui va réaliser ce cahier, mais on ne s'interdit pas de travailler, de s'appuyer sur des gens qui ont une expertise, même parfois aussi des journalistes extérieurs à la rédaction, puisque les journalistes spécialistes d'économie ont une vraie spécificité et des vraies connaissances. Donc voilà, non, on est plutôt ouvert. Et l'idée, voilà, on a fait un premier numéro qui a été plutôt bien accueilli. On va en faire un deuxième. Et l'idée, c'est de grandir au fur et à mesure. Comment il a été accueilli alors? Il a été plutôt bien accueilli. Dans le milieu, je reçois beaucoup de messages et de mails pour savoir si, notamment des grands patrons peuvent intervenir dans le cahier. Mais bon, ça, je pense que vous êtes coutumier du fait à BFM Business. Mais après, on a pas mal de propositions de sujets qui sont intéressantes, d'entreprises aussi qui, on va dire, qui sont dans une forme de made in France, qui veulent mettre en avant un peu leurs initiatives. Donc pour nous, c'est plutôt pas mal. Et après, du côté de nos lecteurs, je dirais que on a pas mal de lecteurs qui étaient quand même très contents. En fait,
le lecteur avisé quoi, d'un magazine comme ça, c'est les mêmes que, je sais pas, que Challenge ou Les Échos Je pense qu'aujourd'hui, on voit bien l'évolution de la presse quotidienne et magazine. On voit que voilà, on a, je dirais, un socle de lecteurs qui a changé, qui est beaucoup plus CSP+ aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Donc oui, ce cahier-là, quelque part, il vient remplir l'intérêt de lecteurs qui sont plutôt des lecteurs qui sont investis dans le sport, qui ont un rapport peut-être même professionnel avec le sport. Donc, économie du sport et est-ce que actualité en général? Parce que si je prends des exemples d'actualité récentes, comme l'affaire Le Gret, oui, le boycott de la Coupe du Monde, est-ce que vous les auriez traités dans le cahier? Si oui, comment? Avec le prisme économique, les retombées de ces affaires-là sur l'économie du sport. C'est l'actualité, là. Donc, c'est notre actualité. Et notre actualité, on la traite sur tous nos supports au jour le jour, comme vous le traitez sur l'information économique. Donc, Le Gret, voilà, on l'a traité. Je parle du cahier éco, là. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Mais le cahier éco, il est une fois par mois. Je pense qu'il n'y a pas de. Je pense que l'affaire Le Gret ou je dirais les conséquences de l'organisation de la Coupe du Monde de foot au Qatar, on est obligé d'être dans un timing qui ne peut pas attendre un mois. Vous auriez pu faire un bilan du Qatar. On l'a fait, mais on l'a pas fait dans le cahier éco. Ouais. On l'a fait juste après la Coupe du Monde. On ne va pas attendre un mois avant de faire un bilan. Un bilan économique, je veux dire. Oui, bien sûr. Quand par exemple il y a un Messi qui arrive au PSG, ça a un impact économique. Oui. Ça peut concerner le cahier éco. Oui, ça peut concerner le cahier éco, mais il faut trouver un angle. On sait par exemple, nous on avait récupéré le contrat de Lionel Messi quand il a signé, et on avait révélé qu'une partie de sa rémunération était en token, c'est-à-dire en crypto-monnaie. Donc voilà, donc on pourrait très bien faire un sujet en rebond, je dirais, de cette information qu'on avait dévoilée, mais là pour le coup dans le quotidien, dans le cahier éco, en expliquant quel est l'impact des crypto-monnaies aujourd'hui dans l'économie du football ou dans le salaire des joueurs. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut imaginer. Vous disiez tout à l'heure qu'il est voué à rester, à continuer à couvrir l'économie du sport, même au-delà des Jeux Olympiques 2024. Vous allez raconter quoi après tous ces grands événements qui arrivent? Bon, après, il y a toujours plein d'histoires à raconter. Après, je pense qu'il n'y a pas de... On ne va pas tarir en termes de sujet. Je pense qu'il faudra évidemment qu'on s'oriente différemment. On sera plus sur l'organisation des événements en France. Mais on a aujourd'hui pas mal d'entreprises qui sont plutôt assez brillantes à l'international dans le sport. Voilà, JL Events, par exemple, pour le citer, est aujourd'hui le leader mondial pour la délivrance d'un certain nombre de stades ou d'aménagements, d'infrastructures dans toutes les grandes compétitions. Ils étaient à la Coupe du Monde la dernière Coupe du Monde de foot, ils étaient là à la Coupe du Monde de rugby. Donc voilà, je pense qu'il y a une vraie élasticité du sujet et je suis pas très inquiet sur notre capacité à pourvoir ce supplément au-delà de 2024. Et il y a un marché publicitaire spécifique pour ça ou c'est... Parce que le journal est gratuit, enfin il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de supplément qui a payé, ouais. Il n'y a pas de surpricing. Parce que sur le premier volet, il n'y a pas de publicité dedans. Alors il y avait une DER, voilà, où il y avait une pub, mais comment vous le produisez s'il est gratuit et qu'il n'y a pas de pub dedans? Après, on le fait pas que pour la pub, on le fait aussi d'abord pour nos lecteurs. Après, la pub, elle est pas obligée, les annonceurs sont pas obligés de venir spécialement dans le cahier. Le cahier, en fait, il est au sein de l'équipe, dans l'univers de l'équipe. Vous pouvez très bien avoir des sujets qui sont abordés et que ça attire, je dirais, d'autres annonceurs qui prendront la parole, pas nécessairement dans le cahier. Voilà, s'ils prennent la parole le week-end, une semaine après, je dirais le résultat est le même pour nous. J'imagine qu'une Coupe du Monde de foot, c'est un accélérateur crucial pour vos revenus. Qu'en est-il des Jeux Olympiques qui arrivent là? J'élargis un peu plus sur l'équipe en général. Alors, je dirais que les Jeux Olympiques en France, c'est hors norme. Voilà. Les Jeux Olympiques, historiquement, nous ont beaucoup apporté, nous apportaient moins ces dernières années, aussi parce qu'il y avait des décalages horaires qui n'étaient pas toujours très favorables à l'équipe. Mais là, on voit bien, il y a un engagement, je dirais, d'un tissu économique qui est extrêmement fort. Vous avez un intérêt aujourd'hui pour la compétition. On l'a vu, même s'il y a pas mal de polémiques autour de la billetterie, en fait, les billets vont tous être vendus. Donc, il y a un engouement populaire, un engouement business autour de l'événement qui fait que ça va être un momentum important pour nous. La seule chose, c'est que nous, on est à la fois une entreprise qui produit des contenus en gratuit,
voilà, avec une chaîne de télévision, un site internet qui est gratuit et payant, puis on a aussi une offre payante. Donc on va voir comment on articule, je dirais, ces deux composantes-là, mais je pense que ça ce veut sera... dire que le site internet pourrait devenir plus payant, il l'est déjà. Non, il est déjà, il a un modèle freemium qui existe pour tous. Non, je dirais que les jeux, par définition, comme ils sont en France, tous les médias vont en parler. Ouais, bien sûr. Donc on va être en concurrence avec la France. Pour et avec le l'équipe monde. d'avoir les JO en France, c'est un impact. C'est le plus gros événement de l'histoire de l'équipe. Ouais. On va vivre notre plus grande période de l'histoire. Rapidement, le cahier éco sur le digital, comment il se positionne ? Alors aujourd'hui, il est poussé article par article et à terme, voilà, il faut qu'on fasse un petit développement technique, mais on voudrait le proposer dans une liseuse spécifique pour que les gens qui ne l'ont pas acheté ce jour-là ou pas lu puissent le télécharger facilement. Et puis à la fin du cahier éco, il y a une rubrique Made in France qui est consacrée à l'environnemental. À quel point c'est essentiel de parler de l'environnement dans l'économie du sport ? Parce qu'en fait, ça devient un sujet pour tous les secteurs d'activité et le sport n'y échappe pas. Le sport, en plus, est normalement porteur de valeurs, voilà, et que voilà, les valeurs environnementales peuvent se heurter aujourd'hui, aux valeurs sportives. Moi, je suis plutôt partisan de dire que le sport devrait être un peu exonéré, pas complètement exonéré, mais un peu exonéré en fait des contraintes environnementales, parce que par définition, il va amener en fait, je dirais, la population, la grande masse, à avoir moins de sédentarité, et donc quelque part, il y a une dimension de santé et de santé publique. Donc peut-être qu'il ne faut pas appliquer de manière stricte les mêmes critères au sport aux activités sportives qu'à d'autres activités qui sont, sédentaires. Pour terminer cette interview, c'est l'heure de passer à l'étude de cas, au questionnaire, l'étude de cas de Julien Casqui. L'étude de cas, parce qu'on est tous des cas particuliers, Rebecca, on va étudier le cas Jérôme Casadieu. 10 questions, 2 minutes. Okay. Ça en le fait, rafale. c'est bon pour vous ? C'est bon. Il faut aller le plus vite possible. On lance le chrono. Quoi, en fait. Allez, c'est parti. Le matin, comment vous informez-vous ? Je regarde les réseaux sociaux. Et après, je télécharge 3 journaux. Donc, Lesquels ? les réseaux. Je télécharge l'équipe. Alors, je télécharge pas Le Monde parce qu'à ce moment-là, il n'est pas là. Et je télécharge Le Figaro. D'accord. Les réseaux sociaux avant les médias. En fait, il y a les gens que je suis. Non, je fais en même temps. Je fais tout en même temps. Et j'écoute la radio aussi. Voilà. Quelle radio ? J'ai beaucoup tourné. J'ai écouté. Je suis plus sur France Info aujourd'hui. Voilà, j'ai été sur RTL avant, mais maintenant je suis sur France Info. La une de l'équipe dont vous êtes la plus fière ? Alors, je pense que la une dont je suis le plus fier, mais c'est plus pour montrer en fait l'évolution du journal. On a fait 2 sujets. Quand vous avez l'athlète chinoise qui a disparu, la tenniswoman Peng Shuai, on a fait une pour dire où est-ce qu'elle était, parce que elle avait été victime d'une agression sexuelle, voire même d'un viol, d'une personnalité importante du pouvoir politique chinois. Et quelques mois après, on est le seul média à l'avoir retrouvé, dans des conditions qui étaient très compliquées. Faut se dépêcher. Mais Allez, 3 ingrédients justement pour faire une bonne une. une bonne photo, un bon titre et réussir à mélanger les deux. Messi ou Ronaldo ? Plutôt Messi. Federer, Nadal ou Djokovic ? Federer. Affaire Le Gret ou affaire Laporte, laquelle fait le plus de mal au sport français ? Je pense que dans le fond, l'affaire Laporte est plus grave. Pourquoi ? Est plus grave. D'abord parce qu'il y a un volet pénal, voilà, quand même. Il a été condamné en première instance, même s'il a fait appel, et parce que quelque part, c'est sur la conduite des affaires, voilà. Votre plus beau coup journalistique ? Plus beaucoup journalistique. Zidane. Zidane, par rapport à quoi ? Non, est-ce que c'est Zidane ou pas l'interview récemment, oui, c'était un beau coup. Mais je dirais que Zidane, le plus beau coup, c'est que tout le monde a annoncé que Zidane allait signer au PSG. Et nous, on a dit, en fait, non. Et on 3 était les seuls à le secondes, dire. dernière question. Allez, Paris 2024, top ou flop pour le sport français ? Top. Top. Rebecca, dernière question peut-être ? Est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée aujourd'hui que vous auriez aimé qu'on vous pose ? Non, On a oublié. Je crois que vous avez tout vu. Voilà. Et on me dit dans l'oreillette qu'on a retrouvé la une dont vous parliez tout à l'heure pour nos auditeurs qui ne regardent pas. Je vous incite à regarder le replay de l'émission. Voilà, on est en train d'afficher votre une préférée. Merci Jérôme Casadieu, Merci vous à êtes vous. directeur de la rédaction de Merci beaucoup. l'équipe. C'est parti pour votre journal. Julien, on parle de quoi aujourd'hui ? Eh bien, on parle de Xavier Niel qui perd sa bataille contre Nicolas Taverneau pour la fréquence d'M6. C'est parti pour le journal. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com.
Le suspense n'aura pas duré très longtemps. Le projet de Xavier Niel n'a donc pas été retenu pour une fréquence TNT. Et oui, l'Arcom a décidé de renouveler la chaîne M6 sur sa fréquence hertzienne. Xavier Niel a candidaté aussi pour exploiter le canal 6. Si cette décision n'est pas une surprise, elle soulage le groupe de Nicolas de Taverneau, le patron d'M6, après l'échec de la fusion avec TF1. Et du côté de Xavier Niel, même s'il n'a pas réussi à s'emparer de la fréquence et du groupe, il se positionne d'ores et déjà pour de futures chaînes TNT en 2025. Logiquement, l'Arcom renouvelle aussi la fréquence de la une. Les conventions des deux chaînes M6 et TF1 devront être signées avant le 5 mai 2023. Et tout ça a entraîné dans la foulée un échange de tweets décalé entre M6 et Xavier Niel, façon un peu cour de récré. Le géant britannique de la publicité WPP publie ses bons résultats de 2022. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 7%, les dépenses de publicité en télévision reviennent au niveau d'avant-crise. Le groupe WPP présent en Chine bénéficie aussi de la levée des restrictions sanitaires. WPP prévoit une croissance organique pour 2023 entre 3 et 5%. Meta se prépare à nouveau à supprimer des emplois selon le Washington Post. Cela pourrait concerner des milliers de salariés. Le groupe a déjà annoncé l'an dernier qu'il se séparerait de 13% de ses effectifs, soit 11 000 personnes. Il fait face à la concurrence de TikTok et de l'ATT d'Apple visant à mieux protéger la vie privée de ses utilisateurs. Et Meta va proposer un abonnement payant afin d'authentifier son compte. On en reparlera tout à l'heure dans le Focuscom. Vivendi lance cette semaine la version française du magazine de mode Harper's Bazaar. Le plus ancien magazine de mode encore vivant, Prisma Media, le pôle presse de Vivendi, compte concurrencer sur ce créneau Vogue. Il souhaite vendre 60 000 exemplaires chaque mois. Prisma Media vise une rentabilité d'ici 2 ou 3 ans. Le magazine est présent déjà dans une quarantaine de pays. Comme chaque année, Ipsos publie son classement des pubs préférées des Français. Et oui, les Français ont plébiscité les pubs avec un ton humoristique ou décalé comme celle d'Orangina. La marque est première du classement en affichage avec ce slogan « Boire la vie en orange » avec ses couleurs iconiques. Pareil en télévision puisque l'eau épar traite des problèmes de transit dans une ambiance de carnaval. Dans ce contexte d'inflation, ils choisissent, les Français, les pubs qui parlent de pouvoir d'achat comme celle de Leclerc ou Carrefour. Et enfin, les Français veulent que les marques les embarquent dans une expérience comme le spot de Disneyland Paris. On y voit un père et sa fille se promener dans le parc et rencontrer les vrais héros de Marvel en chair et en os. Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne Chouchou, la campagne validée par Hebdocom. Et cette semaine, on parle de BookTok avec un certain TikTok. Le réseau social chinois veut nous faire plus lire. Il met en avant donc la tendance des BookTok, ces recommandations de livres par ses utilisateurs qui ont généré, Rebecca, 110 milliards de vues dans le monde. La campagne de pub de TikTok sera diffusée à partir de la semaine prochaine jusqu'au 27 mars dans une centaine de cinémas français. La version de 30 secondes est déployée en télé sur TF1, M6 ou BFM TV. Voici à quoi ça ressemble. BookTok, c'est la communauté littéraire de TikTok et ça va vous faire redécouvrir la littérature. Toutes les littératures, le manga, la romance, le thriller, les classiques. Ce livre m'a vraiment changé la vie. L'auteur m'a... Alors ? Moi j'ai adoré ce bouquin. Ouais. Ouais. Si je peux me permettre, la suite elle est encore mieux. Voilà, et allez suivre aussi le compte de Rebecca Blanc-Lelouch sur TikTok. Ce film a été produit par l'interne de TikTok et la boîte de production Pulse Film. Merci Julien, c'est parti pour le Focuscom. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom.
Twitter en a fait son business model. Meta s'y est mis cette semaine. On va parler aujourd'hui du système de certification des comptes qui permet aux utilisateurs sur les réseaux sociaux de bénéficier d'un badge les différenciant des autres utilisateurs. Maintenant, plusieurs méthodes de certification existent et on s'est posé cette question cette semaine. Avez-vous confiance dans les informations qui proviennent de ces comptes certifiés et par quel mode de certification ? Réponse, 2 Français sur 3 déclarent faire confiance aux comptes certifiés directement par le réseau et 1 sur 2 font confiance aux comptes certifiés par abonnement payant. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Geoffrey Pauget, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Tilder. Frédéric Simotel, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste tech pour BFM Business. Geoffrey, 1 personne sur 2 donc font confiance à ce nouveau système d'abonnement payant. C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais c'est pas mal, étant donné aujourd'hui le niveau d'information qui a pu être diffusé sur les modalités de cette certification. Ce qui est quand même intéressant, c'est que globalement, l'enjeu de la certification apparaît comme un enjeu majeur pour les Français sondés dans la manière dont ils vont faire confiance ou non à l'information provenant de comptes certifiés. Donc ça compte quand même, puisqu'on a 1 sur 2 pour le nouvel abonnement premium et 2 sur 3 à peu près pour, on va dire, la certification. Pour ceux qui sont certifiés par défaut par des réseaux sociaux. Par le réseau. Donc ça reste quand même... Ce sondage témoigne quand même d'une attente autour de la certification. Ça s'explique aussi tout simplement parce qu'on part de loin, on part du Far West. Il faut se rappeler que prendre un compte sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, c'est à partir d'un mail et que ça a donné lieu, ça a ouvert évidemment la voie à une multiplication des faux comptes. Et je pense que ce sondage en creux témoigne quand même d'une prise de conscience des Français, en tout cas des utilisateurs français, sur les risques liés à la multiplication de ces faux comptes. Des faux comptes qui sont parfois créés par des personnes en vrai ou même parfois des bots, et on l'a vu sur des moments tendus politiques, des moments tendus dans le sport, on avait presque une forme aussi de professionnalisation de ces faux comptes avec des agences qui sont spécialement payées parfois pour orienter le débat. Et là, on est ici pour parler de communication. C'est un outil extrêmement fort en termes de communication, voire de mésinformation. On l'a vu aussi notamment pendant le Covid. Donc, tout ce qui peut certifier, quand même, marque une réassurance chez les Français. Après, il y a des doutes évidemment, puisqu'aujourd'hui Mark Zuckerberg a annoncé cet abonnement, on ne sait pas trop comment pour être certifié, donc tout ça est on a compris que c'était pour compenser ses pertes. Pour compenser ses pertes, voilà, le vrai enjeu aussi c'est de s'interroger. Donc la volonté c'était pas de vérifier et de sécuriser, mais de compenser. Et Julien l'a dit tout à l'heure sur son journal, on a une Meta qui est en grande difficulté, donc on pense communication aussi des acteurs des réseaux sociaux, Elon Musk et Mark Zuckerberg. Évidemment, il y a une logique marketing et aussi de rentabilité derrière. C'est pour ça que quand on entend Musk qui a présenté son processus de certification en novembre dernier, en se présentant comme je vais rendre le pouvoir au peuple, il y avait d'un côté les certifiés, les influenceurs, les célébrités, de l'autre le peuple qui n'est pas certifié, je vais harmoniser tout ça. Aujourd'hui chez Facebook, c'est plutôt on va vous apporter de la visibilité, donc on est sur finalement une communication plutôt marketing. Frédéric Simotel, je précise parce qu'on a 2 Frédéric. Oui, alors déjà, il faut se rappeler que lorsqu'il a racheté Twitter, Elon Musk, il en avait fait toutes ces histoires de faux comptes, il en avait fait un cheval de bataille parce qu'il voulait même baisser le prix en demandant quel est le nombre de faux comptes. Donc on voit quand même il a son fort intérêt de tout ça. Mark Zuckerberg, oui, on vient de le dire, c'est pour trouver une autre ressource de financement. Après, je trouve ce qui est pas très clair, c'est qu'on ne sait pas trop à qui ça s'adresse. Parce que $12, est-ce que c'est pour des organismes officiels qui vont officialiser que c'est bien eux qui communiquent, je sais pas, ça peut être un parti politique ou un organisme de santé qui donne toutes les recommandations en cas de pandémie qu'on a pu connaître. Des personnalités aussi qui sont suffisamment connues et donc certifier que c'est bien elles qui dégagent un message par rapport à un annonceur, par rapport même à leur vie, enfin à ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. On ne sait pas trop non plus si ça s'adresse, pourquoi pas, à la mise en avant des influenceurs, parce que comme on l'a dit, il y a des choses qui remontent. Et puis quand on les entend dire là, c'est une sécurité qui devrait s'appliquer à tous. Bon, oui, ça fait peut-être un peu cher. Après, il faut voir quelle activité on a sur le réseau social. Moi, je trouve que payer 12 ou 15 $, parce que selon si on passe par l'appli mobile et tout ça, pour des organismes, les entreprises qui ne sont pas encore, mais des organismes d'influenceurs, pourquoi pas. Pour l'utilisateur lambda, oui, peut-être à 2 €, parce que comme ça, on est sûr que... Parce qu'il faut savoir que sur Facebook, on présente sa carte d'identité, voilà, on certifie que c'est bien nous. Voilà, j'attends de voir un peu si ça va rester une petite casse, voilà, ces organismes. C'est un peu j'achète votre confiance, en fait. Oui, j'achète votre confiance. Maintenant, je trouve que le sondage est hyper intéressant là-dessus, c'est de montrer quand même que ça commence à travailler un peu tout le monde, d'être sûr que le compte est certifié, que les gens commencent à faire attention à ça. Et ça, c'est plutôt pas mal. Frédéric ? Non, je me demandais si c'était un premier pas vers
finalement de rendre les réseaux sociaux payants, purement et simplement. C'est-à-dire dans un second temps, alors. Oui, voilà, qu'on se trouve dans un... Il y a ceux qui payent $12 parce que c'est très important, d'autres qui vont payer 5, j'en sais rien, 2 ou 3, mais que finalement, on se retrouve avec un modèle freemium où quand on paye pas, on n'a pas grand-chose. Et pas grand-chose de fiable. Et rappelez-vous de la devise de Facebook, à s'afficher d'ailleurs pendant longtemps, ce réseau social restera gratuit, toujours gratuit. Gratuit, ouais. Parce que c'est vous le produit, c'est gratuit parce que c'est vous le produit. Et aujourd'hui, c'est payant, mais c'est toujours vous le produit. Et est-ce que ça désacralise pas un petit peu les personnalités, ce qui n'est pas plus mal, mais les personnalités qui sont badgées par les réseaux sociaux par défaut, est-ce que ça ne rend pas tout le monde au même piédestal finalement? C'était justement l'argument de Musk, ce côté démocratisation. Alors attention, puisque quand il a lancé son fameux Twitter Blue, son macaron à lui, et qu'il l'a étendu, on s'est rendu compte que des fausses personnalités, on a eu un faux Joe Biden certifié, on a eu un faux LeBron James, le basketteur certifié, on a eu une fausse compagnie pharmaceutique qui ouvrait la voie de l'insuline gratuite. Donc attention aussi, et en fait tout ça est une expérimentation. C'est pour ça d'ailleurs que Facebook attaque par 2 pays, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ils vont tester. Est-ce que ça va marcher? Merci Geoffrey Pouget, vous êtes associé chez Tilder. Merci Frédéric Simotel, vous êtes éditorialiste tech pour BFM Business. C'est parti pour la chronique de Frédéric Roy. BFM Business, Hebdocom, la chronique média. Frédéric, aujourd'hui, vous nous parlez de vous. Oui, enfin, de nous les journalistes. Les résultats de la 3e édition de l'étude annuelle Confluence pour le Presse Club de France permettent de décrypter le fond de l'âme des journalistes. C'est un peu grandiloquent, mais c'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter. 60% de nos confrères pensent qu'il n'y aura plus d'édition papier dans 20 ans. Fini, disparu, plus de kiosques, plus de journaux. Et ils ne disent pas ce qu'il y aura à la place, probablement des écrans, mais par ailleurs, ils sont convaincus que la concentration des médias sera encore plus forte qu'aujourd'hui. C'est pas très réjouissant. En effet, mais vous comme moi, enfin surtout vous savez que nous faisons le plus beau métier du monde et c'est probablement la raison pour laquelle les journalistes, en dépit de cet avenir incertain, sont très largement majoritaires, 62%, à affirmer qu'ils veulent continuer à faire ce métier dans les prochaines années. Une bonne nouvelle qui s'accompagne d'une autre bonne nouvelle pour BFM Business, la grande majorité de nos confrères privilégient la radio pour s'informer. Ils s'ils sont évidemment tous sur les réseaux sociaux. Et là, il y a quand même une surprise, c'est que le réseau social qui arrive en tête cette année, c'est LinkedIn, qui passe devant Twitter. L'oiseau bleu a en effet disparu de la première place. Il est à la seconde pour les passions des journalistes. Petite claque pour Elon Musk. Oui, il s'en remettra d'autant plus vite qu'il est aussi cité comme le patron le plus marquant de 2022 par ce panel, très loin devant Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, et Bernard Arnault, celui qui l'a dépassé au classement des hommes les plus riches du monde. Mais peut-être que d'ailleurs ce classement n'est pas aussi important parce que les journalistes français attendent surtout des entreprises qu'elles annoncent des innovations, des activités nouvelles, des histoires singulières, des données chiffrées pour en faire des sujets dans leurs journaux. La personnalité du dirigeant ou de la dirigeante n'intéresse que 4,5% des journalistes. Bon, il est vrai qu'avec Twitter et son patron, on a tout ça en même temps. Merci Frédéric Roy, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais surtout à la demande sur tous nos supports digitaux. Très très bon week-end sur BFM Business. Hebdocom sur BFM Business.